Bonsoir tout le monde. Eh bien, on se retrouve après une semaine de congé. C'est Soyons Zen, puisque nous sommes mardi, de 19 h à 20 h. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Delas. Bonjour. Bonjour. Alors, Charles Delas, peintre, un grand coup de cœur que j'ai eu en arrivant chez vous dans votre maison galerie, hein, ici à Liège. Je dois bien avouer que je vous connaissais, mais vaguement, je vais dire. Hein. J'avais jamais eu l'occasion d'approcher vos œuvres, des œuvres de lumière, des œuvres aux couleurs qui sont la vie, je trouve. Et on entre dans une atmosphère tout à fait merveilleuse. Bon, le fait, c'est que, en fait, c'était une exposition en noir et blanc. Mais quand on rentre dans votre maison, tout est en couleur. Oui, exactement. Charles Delas. Alors, voilà, moi j'ai planté un petit peu le décor. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de vous. Comment devient-on peintre? La question, elle est peut-être un peu bateau, mais je pense qu'elle ne l'est pas totalement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de vivre aussi de leur art, hein, parce que c'est ce que vous faites, vous vivez de votre art, même si ça n'a pas toujours été facile. Mais est-ce que c'est quelque chose que l'on a au fond de soi, ou c'est quelque chose que l'on a appris, une technique qu'on a apprise et qui a fait que votre vie a adopté cette technique? Comment ça s'est passé pour vous? Pour ma part, j'étais peintre depuis toujours. À 7 ans, je me souviens que ma mère me disait qu'à 7 ans, je lui avais dit que je voulais être peintre. Parce que je trouvais cet art, que je ne savais même pas que c'était un art à l'époque, que cet art était extraordinaire. Parce que elle était beaucoup plus belle que la réalité. Je trouvais que la peinture était plus belle que la réalité. Et donc, je trouvais ça fascinant, évidemment. Donc, je lui avais dit, je serai peintre. Donc, vous voyez, donc après, à 7 ans, vous trouviez déjà que la vie n'était pas belle? Oui, exactement. Pourquoi? Non, c'est-à-dire que je trouvais que la peinture rendait la réalité plus belle. Oui, donc ça veut dire que si elle rendait la réalité plus belle, c'est que votre vie parce que pas belle. C'est parti d'un calendrier des postes qui représentait une peinture de Rubens. Je me souviens très bien. C'était Hélène Fourment en carrosse. J'ai su après que c'était ça, bien entendu. Et je lui disais, regarde cette dame, si elle était dans la réalité ici avec nous, ça serait beaucoup moins beau que sur la peinture, parce que la peinture, il y a la lumière, il y a la perspective derrière, il y a un petit carrosse là tout au fond, et voilà. Vous voyez, j'avais vu la magie du pictural, en fait. D'accord. Donc c'était le coup de foudre, en fait. Ah ben oui, vous êtes un spécialiste du coup de foudre, quelque part. Et donc voilà, et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, est-ce que vous peigniez, est-ce que vous dessiniez avant? Enfant, comme tous les enfants, comme tous les enfants. Ah mais ouais. j'étais particulièrement doué, puisque c'était vraiment mon hobby préféré. Et enfin, je passais mon temps à dessiner. Et d'ailleurs, dans les voisins, dans la rue, mes parents tenaient un petit commerce. Et les gens dans la rue m'appelaient les petits pondeux, le petit peintre. D'accord. Et on m'amenait des crayons, du papier, des tas de choses comme ça, parce que c'était vraiment mon plaisir favori, quoi. Plutôt que de jouer, je dessinais. D'accord. Parce que vous aimez bien d'être dans votre propre monde aussi? Aussi, oui, je pense. Oui. Aussi. C'est vrai? Oui, pour moi, la peinture était une philosophie de vie. Mm-hmm. Et puis là, 7 ans, donc, cette déclaration, finalement, votre maman, que la peinture rend la vie plus belle, ça veut dire que vous êtes entré, vous avez commencé à suivre des cours ou quelque chose du goût? J'ai suivi des cours. En fait, on m'avait mis dans une école. C'est assez drôle, parce que mes parents étaient des gens formidables, mais qui n'étaient pas du monde des arts. Et donc, ils m'avaient mis à l'école de peinture et carrosserie. Vous voyez. Ah oui, c'est une autre forme de peinture, voilà, hein, c'est de l'art quand même. C'est une forme de peinture. Et alors, les professeurs disaient, mais qu'est-ce qu'il fait dans cet univers, ce petit Charles?
Et donc, ils ont appelé mes parents en disant, écoutez, il n'a pas sa place ici, il est fait pour les beaux-arts. Et donc, j'ai pratiqué les beaux-arts le soir. D'accord. Et donc là, aux Beaux-Arts le soir, ils se sont rendus compte que effectivement, c'était vraiment ma vie, mon truc, quoi. Et donc j'étais très performant. Ah, la musique. Vous J'étais étiez très dans votre performant. élément. J'étais dans mon surtout. élément, et c'était des moments extraordinaires. Et donc après le soir, j'ai fait le jour, bien entendu. Donc j'ai fait les Beaux-Arts le jour et la nuit, je dirais. Je pense que quand on est artiste et peintre de surcroît, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Exactement. Hein. On peint quand ça vient. C'est une inspiration qui vous vient de la vie que vous vivez, ou vous avez l'impression que cette inspiration vous est insufflée comme ça par on ne sait quoi? Il y a des choses qui sont insufflées. Par exemple, le sens de la forme, le sens des équilibres. Ça, c'est vraiment inné en moi. Je dirais mon ADN, c'est le formel, la place de la forme dans l'espace. Ça, c'est quelque chose que j'ai inné. Mais tout le reste, ça s'apprend. Et en fait, c'est par les maîtres anciens que j'ai appris la peinture. Donc je me suis installé à Paris dans la précarité parce que bon, c'était pas possible autrement. Parce que peintre, c'est vrai. Peintre, malheureusement, ça nourrit pas force son homme. Exactement. Donc j'ai vécu 17 ans à Paris pour pratiquer le Louvre, qui était ma seconde résidence. Et donc c'est les anciens qui m'ont appris la peinture. Quand vous dites pour pratiquer le Louvre, que je vous coupe, Charles, excusez-moi, ça veut dire que vous alliez à l'intérieur, vous alliez voir, vous alliez vous inspirer, vous alliez prendre toute cette essence qui sortait de ces tableaux? Oui, absolument. J'ai contemplé les anciens, regarder, comprendre la peinture. Donc comprendre la lumière de Rembrandt ou de Caravage, le formel d'un Van Dyck, d'un primitif flamand ou des renaissants italiens pour ce qui est du mouvement, etc. Donc c'est là que j'ai appris la peinture. Ce n'est pas aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, j'avais des modèles et j'ai appris à dessiner. D'accord. Avec des professeurs qui étaient performants. Mais je n'ai pas appris la peinture là-bas. On l'apprend des grands maîtres, on ne l'apprend pas d'un professeur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'eux-mêmes, de toute façon, ont aussi appris des grands maîtres, quelque part. Ils sont un relais, je dirais, entre les deux. Donc voilà, vous étiez à Paris, vous alliez admirer, vous alliez contempler, vous alliez apprendre de ces œuvres. Vous rentriez chez vous et vous mettiez en pratique ce que vous aviez compris. Exactement. Le jour. Oui. Et je suppose que, bon, ben voilà, on comprend une chose par jour, on comprend une chose peut-être par mois, on comprend... Cette chose-là, il faut le temps qu'elle fasse son chemin aussi, j'imagine, dans votre corps, dans votre tête, dans votre main. Oui, tout à fait. Oui, je rentrais du Louvre, je mettais sur papier les choses que j'avais comprises ou vues. Et puis, c'est le travail qui, à ce moment-là, comment, une fois que j'ai compris la lumière, comment la transcrire, non pas dans un langage du XVIIe siècle, mais dans mon propre langage, dans un langage que je cherchais. Je cherchais un langage nouveau. Et donc, réinvestir la lumière dans la peinture abstraite était un challenge formidable. Avec toutes ces nuances, toute cette vibration de la lumière, de la couleur. Et ça a été de très longue haleine. 10 à 15 heures par jour pendant 17 ans à peu près. Ah oui. Et je peignais la nuit parce que j'allais au Louvre le jour, je peignais la nuit pour avoir la paix, parce que Paris est très, très bruyant. Tout à fait. Et donc... besoin de calme pour créer? J'ai besoin de calme, oui. Mais je le trouve en moi. Je pourrais peindre même dans... Ça m'est déjà arrivé de peindre dans des contextes qui ne sont pas
très porteur, mais c'est en soi c'est en moi que je l'ai trouvé, bien entendu. C'est une forme de méditation, alors, quelque part. Exactement, voilà. C'est ma méditation. La peinture est ma méditation. Et donc, pour moi, peindre, c'est transcrire la vie. Donc, je transcris ma vie au travers de cette méditation qu'est la peinture. Mhm. Alors, quand vous rentrez, donc, vous dites, hein, c'est plutôt de l'abstrait en ce qui vous concerne. Ça a toujours été l'abstrait, votre leitmotiv, ou vous avez aussi, parfois, ou même avant, ou encore après, dessiné des choses beaucoup plus réelles, plus... Oui, au départ, j'ai beaucoup dessiné figurativement. Mhm. Et je suis venu à la non-figuration, parce qu'en fait, je dis abstrait, mais c'est un terme qui n'est pas juste. L'abstrait, rien n'est abstrait finalement. Et donc, tout vient de la nature. Et donc, mon art dit non, je le dirais non figuratif, bien que la nature ressurgit, puisque la lumière est naturelle, la couleur naturelle, et parfois les éléments le sont aussi. Mhm. Donc je travaille plus sur les sensations, par exemple les sensations de chaud, de froid, bien entendu, mais aussi j'aime le gustatif, l'olfactif, par exemple. Comment peut-on retranscrire de l'olfactif, du gustatif? Par exemple, au travers du vin. Je fais des portraits de vin. Donc je goûte le vin. Je pratique ça avec des gens qui s'y connaissent vraiment bien. Moi, j'apprécie le vin, mais je vais avec des œnologues ou des vignerons qui, eux, sont au fait de leurs sensations. Donc, on transcrit ces sensations. Enfin, ils m'en parlent, je les ressens, et une fois que je les ai bien ressentis, je peux transcrire ça en peinture. Donc, si tantôt un vin qui est plus minéral, ou fleurs blanches, des choses comme ça, c'est davantage sur l'agrume, je transcris la sensation. Je ne figure rien, mais le résultat fait que quand le vigneron voit ma toile, il reconnaît son vin. Donc, vous voyez, je travaille ça notamment. Mm-hmm. Ouais, c'est quand même, voilà, je veux dire, pour que le vigneron reconnaisse, c'est qu'il y a vraiment effectivement entre vous aussi cet échange. C'est une forme d'énergie, comme on dit, hein, aussi. Donc il vous la transmet et vous la transposez. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Non. Non, c'est une démarche très longue. Il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour pouvoir transcrire, en avoir la maîtrise, si vous voulez, oui. Pour que ça soit dans un flux naturel et qu'il y ait beauté et harmonie. Parce qu'en fait, ces œuvres sont vraiment extrêmement harmonieuses. Et donc, comme le liquide dans le verre. Oui, tout à fait. Vous voyez, s'il n'est pas bon, s'il est aigre, vous voyez, je ne pourrais pas le transcrire. On ne pourrait pas transcrire le mien, c'est pas le vin le plus exceptionnel du monde, mais il se boit. Il se boit, votre vin. Oui. C'est pas le but de retranscrire mon vin, de toute façon. Bon, voilà, je ne suis pas connaisseuse, donc si j'avais su, c'est vrai, j'ai plus pensé, moi, à ça. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, on revient un petit peu à ce passage à Paris, donc 17 ans à Paris. Oui. Donc, ça veut dire que quand on veut, on peut, on s'accroche, on résiste. Exactement, oui. Parce que vous m'avez dit, hein, donc dans la précarité. La précarité, il faut manger, il faut payer son loyer. Mais quand on est artiste, oh là, c'est pas gagné d'avance. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est surtout, il faut tenir. Mais ce qui fait tenir, vous savez, c'est la foi. Oui. Et j'allais vers cette quête extraordinaire de pouvoir rencontrer le langage des anciens et pouvoir à mon tour participer à cette grande aventure, à cet art magique qu'est la peinture. Et donc, je l'ai fait au jour le jour, mais c'était chaque fois
une quête qui me remplissait. C'était Donc, votre chemin de Compostelle à vous, quelque part. exactement. Oui, on peut dire ça, oui. Donc j'avais cette quête et chaque jour me rapprochait de ce langage que j'allais découvrir. Par contre, une fois découvert, à ce moment-là, tout s'ouvre. Et évidemment, les gens s'en rendent compte. Et donc, ayant mis au point ce langage et le développant en toute harmonie, le regard des autres s'est mis à s'ouvrir à ce langage. Et donc mes peintures ont été acquises par des gens sensibles à cette harmonie. Vous voulez dire aussi par là qu'il ne faut jamais abandonner, Jamais. même au plus Non, profond d'une sorte de désarroi ou de misère, comme vous dites. Oui. Jamais il ne faut abandonner parce qu'à un moment donné arrive oui, bien sûr. ce miracle, hein, quelque part. Oui, tout à fait. Jamais abandonner. Toujours y croire, même quand effectivement les difficultés sont là et Dieu sait si elles sont parfois douloureuses, pénibles. Oui. Pas savoir ce qu'on va manger ou des choses comme ça. Mais je n'ai jamais été dans la misère. Je dis précarité parce que c'est beaucoup plus juste. La misère, pour moi, elle est morale. Vous voyez, j'ai été dans la précarité, mais dans un tel enthousiasme par rapport aux découvertes que je faisais au Louvre, et en sachant qu'un jour, je serai avec eux en peinture. Et ça remplit, c'est une force considérable. Donc voilà, maintenant je vis cet art dans la maîtrise. Donc la maîtrise, c'est la liberté. Oui. Sans maîtrise, il n'y a pas de liberté. Mais ça prend des années. Mais par contre, il faut une vingtaine d'années, je pense, à peu près. Là, donc, pendant 17 ans, ça veut dire que vous avez arpenté le Louvre en long, en large. Vous avez vraiment analysé ces peintures. Donc, par exemple, tous ces touristes qui se rendent à Paris, qui vont au musée du Louvre et qui comptent et qui disent, ouais, voilà, ils ont vu tout le Louvre, je ne sais pas moi, en 2-3 heures, c'était merveilleux. En fait, ils n'ont rien vu. Exactement. Oui, mais c'était très drôle d'ailleurs. Parfois, on voyait des gens agglutinés à la Joconde, qui est une œuvre assez mineure par rapport aux autres de son temps. En face de la Joconde, il y a un portrait de François Ier Particien, qui est un chef-d'œuvre absolu, un très grand chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. À côté, un petit Raphaël d'une beauté extraordinaire. Et il y avait cette Joconde. Les gens agglutinés faisaient dos à des œuvres encore plus... faisaient dos à François Ier, peint Particien, et puis s'en allaient. Vous voyez ? Parce que, bon, voilà, c'est un manque de connaissances. Pourquoi vous pensez que des œuvres telles que la Joconde, par exemple, ont plus d'intérêt aux yeux du public qui vient que d'autres ? Parce qu'il y a une forme de... Oui. Plus de publicité, entre guillemets. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est un mythe, c'est parti d'un mythe, en fait. François Ier... non, pas François Ier, je me trompe. Léonard de Vinci n'a pas été, en son temps, n'a eu aucune place, si vous voulez. C'était un homme de salon, certainement brillant dans la parole, des choses comme ça. Mais en peinture, il ne faut pas rigoler, c'est tout à fait moyen. Et elle a été volée, la Joconde. Donc elle avait une place mineure. Elle a été volée par notamment Apollinaire, était dans le coup, Picasso je pense aussi. Ah bon ? Oui. Et alors on a volé la Joconde, on a retrouvé la Joconde. Ah non, on a volé la Joconde. Et finalement, ça fait tout un foin, ce qui fait qu'on a énormément parlé de cette œuvre au début du XXe siècle. D'accord. Et ce qui a créé le mythe. Et c'est resté. C'est fou, hein, quand même. Oui. Comme une œuvre, finalement,
peut se démarquer des autres juste sur un fait Sur un fait. banal, hein, quelque Voilà. part. Hein. Et les Ouais. dadaïstes s'y en sont mêlés, etc. Marcel Duchamp a fait un portrait de la Joconde avec des moustaches, et en dessous, il a mis L-H-O-Q. L-H-O-Q. Excellent. Pardon. Enfin, oui. Oui, bah, c'est quand Donc, même excellent. oui, ça on peut le dire. a donné au mythe ses lettres de C'est l'être noblesse. oui, tout à fait. Maintenant, vous qui avez parcouru ce musée dans tous ses coins, tous ses recoins, quelle est pour vous l'œuvre, vraiment, avec un gros O? Oh, vous savez, ça c'est C'est une compliqué. question redoutable. Ça dépend de son ressenti Oui. de l'instant, de son humeur, de son état d'âme. Elle change peut-être cette œuvre, cette grande œuvre, c'est peut-être pas toujours la même. Je ne dirais pas que... Non, il y a vraiment de très grandes œuvres. Il y a des très grands chefs-d'œuvre, comme la descente de croix de Roger de la Pasture. C'est une œuvre absolument prodigieuse. Mais vous savez, il y a eu tellement de grands maîtres. Mais le vôtre, si vous deviez nous parler d'un grand maître qui vous a peut-être le plus transcendé. C'est Roger de la Pasture. Oui. Oui. Les frères Van Eyck aussi. Mais alors, au XVIIe, parce que ce sont des périodes, vous savez, Oui. c'est des périodes très différentes. C'est impensable de comparer Van Eyck à Velázquez. C'est deux mondes complètement différents. Par contre, dans son temps, Zurbarán est pour moi un des plus grands. Et j'ai d'ailleurs fait tout un travail par rapport à lui, par rapport à sa peinture. D'accord. On voit aussi très souvent que pas mal finalement de peintres, on a reconnu leur valeur une fois qu'ils sont décédés. Oui. Ça, c'est quand même un truc. Bon, ça fait pas leur affaire aux peintres, hein, parce que la plupart, effectivement, aussi étaient dans la précarité. Beaucoup, je pense que beaucoup de grands maîtres n'ont pas vécu des périodes très faciles. C'est-à-dire que c'est assez différent. Aux époques anciennes, pour être maître en peinture, il fallait passer chez un maître, il fallait d'abord être apprenti, compagnon, et puis on s'élevait dans la tâche, et puis on devenait maître en peinture. Une fois maître en peinture, on vivait très bien de son art. Ah, d'accord. Et donc, le peintre qui sort de la misère ou qui meurt dans la misère, c'est une idée du 19e siècle, fin 19e. Avant, il n'y a pas un grand maître qui a connu la misère. D'accord. Vous voyez, ce sont des choses qu'on ne sait pas spécialement, hein, parce qu'on s'arrête surtout sur des on-dit, comme toujours. Hein, voilà. Ils vendaient très très cher leurs portraits. On se les arrachait. Donc, ils étaient considérés comme des seigneurs. Les Galles, quand Titien peignait un portrait de François Ier, il était légal de François Ier. Et même François Ier a ramassé un jour un pinceau de Titien en lui disant « L'histoire nous retiendra tous les deux, mais votre place sera tellement plus haute que la mienne. » Oh. C'est noble. Très noble. C'est très noble. Bon, on revient à vous quand même. Hein. 17 ans, donc, oui. à vivre là-bas, à Paris. Et puis, durant ces 17 ans, donc, vous avez dit, il y a des regards qui se sont posés sur vos peintures. Il y a des ouvertures qui se sont faites. Comment ça s'est passé alors pour vous après cette période parisienne? Je suis rentré en Belgique. Parce que j'avais fait le tour, en fait, j'ai beaucoup pratiqué aussi la transposition musique-peinture. Oui, ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans votre maison-galerie d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc, ça s'est fait, vous savez, j'avais fait le tour. Paris est une ville
difficile à vivre. Elle est magnifique, mais elle est très bruyante, elle est très polluée. Superficielle aussi, peut-être? Elle peut être superficielle aussi, oui, bien entendu. Je pense que c'est une ville qui a perdu son peuple et c'est très dommage. Il n'y a plus de Paris comme ça n'existe plus. Moi, j'en ai connu encore dans les quartiers populaires. Ça n'existe plus. C'est une ville de bourgeois, de bobos. Donc, j'en avais marre. Moi, j'avais fait le tour du Louvre. Voilà, c'est ça surtout aussi. Hein. C'était vraiment ce qui comptait. Donc, j'emmenais le Louvre avec moi. 17 ans quand même, hein. 17 ans quand même, c'est pas rien, c'est un sacré bail. C'est un sacré bail, oui. Et donc voilà, je suis revenu parce que, en fait, c'était une exposition qui avait été organisée par les Wallons de Paris et qui m'avait demandé de représenter, ici à Liège, et qui m'avait demandé de représenter les Wallons de Paris. Donc, et quand je me suis vu là, nous sommes 30 000 Wallons à Paris. Hein. Ah, quand même. Et ce n'était pas que des femmes d'ouvrage, hein, je vous assure. Oui. Et donc, c'était magique. J'ai trouvé ça magique. Cette ville de Liège, hors tourisme. Une ville vivante, vraie, avec ses habitants, son peuple, son fleuve, son anarchie. J'ai trouvé ça magique. Je me suis dit, mais j'aimerais mieux revivre ici. Vous voyez? Ouais. Et j'en suis... Et alors, la bière. Ah bah oui. Ben, bien sûr. Forcément. Hein, la bière, extraordinaire. Nous sommes pas belges pour rien. Hein, pour faire la bonne bière, il n'y a que nous, en fait. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. L'eau d'Espagne est pas mal. Attention, nous sommes à Chaudfontaine. Hein, oui, Chaudfontaine, oui, c'est très bien. C'est très bien aussi. C'est très alors, bien. Oui, voilà, donc le bonheur de vivre. Hein, bonheur de vivre. Et le fait de se déplacer à pied. Oui, on peut faire tout à pied à Liège. Oui, hein. tout à Quand fait. on vit plus ou moins dans le centre, on peut faire tout à pied. Mais il n'y a pas de Louvre ici à Liège. Il n'y a pas de Louvre, mais elle est dans ma tête. Et donc, quand j'avais besoin de me reconnecter, les bibliothèques sont bien fournies. Aussi, c'est vrai. Et donc, vous venez vous réinstaller à Liège. Voilà. Et là, il faut repartir sur un autre chemin. Voilà. Il faut se refaire connaître à Liège. Et ça a été un parcours du combattant aussi, ou c'était beaucoup plus simple qu'à Paris? Beaucoup plus simple. Parce qu'en même temps, vous aviez déjà aussi... J'avais gardé des contacts. Oui, et puis vous aviez cette maîtrise aussi de votre œuvre. Et la maîtrise de mon œuvre. Hein. Et donc, ça s'est fait très facilement, finalement. Et puis, j'ai surtout rencontré le grand amour. Ça, c'est la plus belle des choses qui soit. Oui, mais ça, c'était un petit peu plus tard. Ouais, c'est beaucoup plus entre les deux, il s'est passé des choses entre les deux, quand même. Oui, donc il y a eu la découverte de cette maison. Parce que ça aussi, Paris, c'est infernal. Un studio de 35 mètres carrés à Paris, c'est 1500 € par mois. Oui, alors qu'ici, on a une superbe maison pour ce prix-là. Et on a une très belle maison. D'ailleurs, j'ai loué une belle maison. J'avais loué un appartement au départ en rentrant de Paris. C'était au bord de la Meuse. Un grand appartement. Je me suis dit, mais c'est pour rien. C'était 50 000 francs belges. C'est pour rien. Tout à fait. Et donc, là, après, je me suis rendu compte que c'était quand même une somme. Et donc, après ça, j'ai trouvé ça un peu petit. J'ai vu une maison magnifique pour le même prix, même moins cher, je crois que c'était un peu moins cher, dans le quartier de Fragnier. Maison magnifique. Et là, 1894, je me suis dit, mais cette maison, elle est magique. C'est une maison-galerie. Je vais en faire une maison-galerie. Elle vous avait appelé, cette maison? Elle m'a appelé. Elle était au pied d'un arbre. Un arbre extraordinaire.
un marronnier. Je pense que c'est le plus bel arbre de la ville. Et il est chez vous. Il est dans mon jardin. Ça. Il est C'est une intact. rencontre magnifique déjà aussi. Il a 2 siècles. Et donc la maison, une fois que j'ai rencontré l'amour, avec ma compagne, ma femme, on l'a restaurée parce qu'elle était dans un mauvais état. Donc on a pu l'acheter, on l'a restaurée et maintenant elle est juste merveilleuse. Magique. Hein, oui. Ah mais ça c'est vrai. Vous l'avez vu décorée, elle est belle. Ah oui, on se sent aspiré par elle. On a presque du mal à la quitter en fait. C'est vrai, oui. Et ça justement, donc, quand on entre dans votre maison-galerie, on est happé par votre œuvre, par une symphonie. Oui. C'est ça, hein, en fait. C'est un opéra. C'est un opéra pictural. Un opéra, oui, opéra plutôt. Oui. Pourquoi je dis symphonie, moi? Oui. C'est beau aussi, symphonie, n'empêche. Oui, c'est très beau. Un opéra pictural. Alors, expliquez-nous un peu pour les personnes qui ne comprennent pas comment on peut retrouver sur des murs un opéra. Oui. En fait, quand vous rentrez dans la maison, c'est l'ouverture de l'opéra. Donc, en fait, elle est entièrement décorée, l'entrée est décorée. Donc, c'est l'ouverture qui amène toute l'énergie qu'on va retrouver. Comme en opéra, il y a toujours une ouverture dans laquelle on retrouve tout ce qui va se passer dans l'opéra. Si vous voulez, les thèmes vont ressurgir, etc. Et donc, une fois passée cette ouverture, avec un plafond qui, lui, est le final de l'ouverture, qui est un mandala, qui amène toute l'harmonie, la paix, on passe au premier acte. Et le premier acte, c'est tout le grand mur de l'entrée. Une fois l'entrée passée, oui. Le hall. Le hall, exactement. Et puis après, premier acte, donc. Deuxième acte, il court à l'étage. Donc, c'est toute la cage d'escalier, le deuxième acte. Avec les plafonds qui sont peints. Aussi, les plafonds, vous avez vu, tout est en couleur. Les plafonds sont noirs et blancs. Parce qu'ils symbolisent la rythmique de la musique qui est au mur. D'accord. Les contrastes et rythmiques. Donc tout ça est très harmonieux, tout en étant très ludique aussi. Voilà, tout à fait. Maintenant, il y a quand même une différence entre peindre sur une toile et peindre sur des murs, des plafonds. Bien sûr. Comment avez-vous, parce que vous avez transposé votre technique, votre art, hein, donc habituel de la toile sur ces murs. Bon, c'est pas la même peinture, j'imagine. C'est pas la même composante. C'est pas la même lumière que celle que vous avez quand vous êtes à votre chevalet, derrière votre chevalet. Les plafonds, c'est pas la même chose. On peint pas dans la même position. Comment ça s'est passé, toute cette mise en œuvre pour repeindre cette maison? Parce qu'en fait, il y a deux plans. Il y a la peinture qu'on pourrait appeler de chevalet, c'est-à-dire qu'une peinture de vibration, et la décoration qui, elle, est une toute autre optique, qui doit, elle, être extrêmement dynamique et renvoyer par rapport à la forme, doit guider l'œil, et ainsi de suite, et les couleurs, les contrastes, etc. Donc il y a une dynamique qui se fait, et qui est foncièrement différente d'une peinture de contemplation. Tout à fait. C'est une peinture de passage. On passe dans les couloirs, on monte les escaliers, etc. Et elle vous accroche, elle dynamise l'ensemble, elle transcende l'espace. C'est très différent, effectivement. Mais c'est tout aussi harmonieux. C'est tout aussi harmonieux, et de toute façon, on retrouve votre touche, hein, Charles Delastre. C'est vous, c'est cette lumière qui accroche encore, ce sont ces couleurs qui vous interpellent, oui, tout à fait. Qui vous appellent, comme vous le dites aussi. Oui. Donc ça, c'est inévitable. On peut pas ne pas croire qu'on est chez vous, en tout cas. Oui, bien sûr.
Votre salle de bain aussi, hein. Moi je l'ai beaucoup. La salle de bain Elle me aussi. plaît beaucoup votre salle de bain. Ma femme la voulait rouge, Oui. donc la dominante rouge. Oui, Oui. elle est bien réussie. Franchement, Elle est on toute rentre en dedans. lumière, toute en chaleur. Oui, Ah oui, oui, complètement. tout à fait. On n'a même pas besoin de prendre un bain chaud. On la sent, cette chaleur. Ça, Et c'est vous êtes sûr. passé par les toilettes de l'opéra? Bien sûr que je Oui, suis oui. passée par les toilettes de l'opéra. Je suis passée partout. Enfin, je me suis arrêtée au premier étage, hein, quand même. Oui. Parce que voilà, je pense que ça continue Oui. aussi. Il faut dire que ce jour-là aussi, on était là dans un autre contexte. Mais je voudrais quand même aborder un autre. Avant d'arriver dans votre maison, donc vous êtes revenu à Liège, mais est-ce que vous avez fait d'autres passages ailleurs que Paris et Liège? Oui, je suis allé au Canada, mais ça c'était un bref passage, d'un an ou deux. Mais surtout, j'ai découvert le Portugal, parce que j'avais une bourse de recherche sur la peinture portugaise, et ça m'a énormément plu. Le Portugal est un pays absolument merveilleux. Les couleurs aussi sont différentes, Les couleurs forcément, sont... puisque la luminosité est Les autre. couleurs, oui, oui. Le paysage est autre. Les paysages, Les gens. les gens sont magnifiques. Ah, quel beau peuple, un grand peuple. C'est le seul peuple que j'ai rencontré qui soit absolument, comment dire, où le racisme n'a aucun tenant. Oui, c'est rare. C'est très étonnant. Effectivement. Ça vous a aussi ouvert sur d'autres façons de voir la vie, j'imagine. Oui, bien sûr. Et alors, oui, la nourriture. Aussi. Hein, aussi. Ah ben bien sûr, parce que l'art, c'est de l'art aussi, hein, la bien cuisine. Sûr, la cuisine. Hein. Et oui, moi j'ai vraiment adoré l'artisanat, qui est très bon. Donc j'ai vécu 3 belles années. Et c'était à l'époque de la Révolution. En plus. Oui, j'étais là sous Gaetano, enfin l'Erzast de Salazar, et le 25 avril 74, boum, du jour au lendemain, une démocratie sans effusion de sang, où les gens... J'ai vécu le 1er mai. Je n'avais jamais vécu le 1er mai. C'était interdit là-bas. Et ce peuple digne, le 1er mai, défilant avec des pots de basilic, parce que là-bas c'est... Et on tape sur le basilic, et tout le monde tape sur le basilic de l'autre. Ça sent le basilic dans toute la ville, c'est extraordinaire. Un très grand moment. 1er mai. Donc une révolution douce, belle, qui a donné la plus belle constitution du monde, sans effusion de sang. Ça, c'est magnifique. Effectivement magnifique. Ça vous a apporté quelque chose pour votre peinture aussi, ce passage au Portugal? Je ne pourrais pas dire que ça m'ait apporté en peinture. Mais sans doute, mais je ne peux pas affirmer une chose. D'accord. Un autre pays visité, d'autres choses avant cette installation définitive à Liège? Non. La France, enfin essentiellement. Non. Et puis terminé. Et Paris, quoi. Il fallait absolument que je passe par Paris. Donc, je suis resté à Paris 10 ans intramuros. 17 ans. Non, mais 10 ans intramuros sans quitter Paris. D'accord, ok. Après, après fait quelques allers-retours à gauche, à droite. D'accord. Alors, donc, on revient dans votre maison. Donc, c'est une maison-galerie, un chef-d'œuvre, en fait. Hein. C'est ça qui est magnifique, parce que je pense que quand on dit maison-galerie, on va s'attendre à voir des toiles accrochées à des murs. Là, c'est la peinture qui nous accroche au mur, quelque part. Moi, je suis venue chez vous, c'était dans un autre contexte. C'était pour voir une exposition en noir et blanc. Quelque chose que vous aviez très peu ou même jamais pratiqué, en fait. Parce que la couleur, c'était votre vie. C'est votre vie. C'est par là que vous vous exprimez. Maintenant, passer de la couleur assez
soutenu hein, quand même, hein, parce que c'est pas du pastel hein, que vous faites. Passer de cette couleur chaude, de ces flammes, passer aux cendres quelque part. Comment ça se passe? Ah, c'est une belle aventure. Il y avait longtemps que j'en rêvais, mais pour mes 50 ans de peinture, ma femme m'a dit « Ah, tu rêves de faire une exposition noir et blanc, tu devrais le faire pour tes 50 ans de peinture. » Et donc, j'avais déjà peint, bien entendu, de temps à autre en noir et blanc, mais là, je m'y suis mis. Et donc, ça a été une très très belle aventure, parce que c'est resserré sur la forme, c'est accéder à la lumière, parce qu'en fait, la lumière, c'est pas nécessairement la couleur, du tout. La couleur, c'est la poésie de la lumière. Mais par contre, il y a deux sortes de lumière, celle diurne, celle du soleil, et celle de la lune, oui, qui est nocturne. Et donc, c'est travailler sur cette lumière de la lune, qui est une lumière magnifique, argentée, et qui fait ressortir les ombres, qui allonge les ombres, qui leur donne beaucoup plus de puissance. Si vous regardez la mer, j'ai fait quelques marines d'ailleurs, j'ai peint quelques marines. Regardez la mer sous la pleine lune, elle est noir et blanc. Et s'il y a une personne qui se balade avec un cabas, un vêtement orange, il sera gris. oui. La couleur disparaît. Donc, j'ai voulu travailler ça. Faire disparaître la couleur, mais absolument travailler la lumière de la lune. Oui, donc comme vous dites, hein, c'est un tout autre travail. C'est On un ne peint tout pas autre en noir et travail. blanc comme on peint en couleur. Exactement. C'est tout autre chose. Et là, pourquoi faire 50 ans après? Pourquoi? Parce que c'était une façon de vous dire que c'était un petit peu boucler une boucle qui avait été commencée, ouverte. Voilà, parce que pas que vous avez fait le tour de la couleur, parce qu'on n'en fait jamais le tour Non, non. de la couleur. C'est Non, sûr. mais c'était pour fêter quelque chose. C'était pour un plus. Un plus dans ma recherche aussi. C'est parfaire des choses aussi. Voyez, et donner une autre impulsion. C'est une autre recherche. Voyez, Tout à fait. pour aller encore plus loin, pour comprendre d'autres choses. Parce qu'il y a toujours plein de choses à comprendre. Bien dans la sûr, vie. on n'a jamais fini. Hein. Et ça, c'est bien parce que c'est vrai que vous nous aviez invités donc, pour cette exposition en noir et blanc. Et donc, le thème, forcément, noir et blanc. Les personnes arrivent aussi en noir et blanc. On est dans le contexte. On se fond un petit peu, même si c'est difficile de se fondre dans vos œuvres parce que ce sont elles qui vous aspirent. Quoi. On ne peut pas se fondre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, oui. Et donc là, c'est vrai que ça donne tout de suite encore une autre dimension quand les gens vivent cette peinture, hein, quelque part. Ah oui, c'était magnifique, tous ces gens habillés de noir et de blanc dans cette exposition noir et blanc. Il y avait une harmonie il y avait une harmonie des lieux et qui se dégageait des gens. Oui. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, tout le monde était très heureux. Oui. Alors qu'on Une belle était, énergie, on était quoi. tous en noir et blanc. Oui. C'était formidable. Moi, Oui, parce qu'on croit que le noir et le blanc, enfin, que le blanc est froid et que le noir, c'est plutôt la couleur du deuil. Et non, on peut être très joyeux, Absolument. effectivement, surtout dans une telle atmosphère. C'était très chic. Oui, Ah voilà, oui. c'était très élégant. Ah oui, c'était ça, très, c'est vrai. très élégant. Ça, Oui, c'est oui. vrai. C'est vrai, Oui, autant oui. que vos peintures, finalement. Hein. Oui, oui. Il y C'est avait une autre dame, élégance. Ouais. il y avait une dame qui est arrivée, elle n'avait pas capté qu'il fallait être en noir et blanc. Elle était en couleur, elle était très mal à l'aise. Ben oui, forcément, ben oui. C'est Il un était peu très comme malade. une tache sur un tableau, Oui, quoi, tout à fait. quelque part. Et c'est vrai que c'était pas joli. Mais non, parce que c'est vrai Oui. qu'il y avait une coupure dans cette harmonie, dans cette énergie, C'est finalement. ça. Qui était là. Oui, Ceci dit, bon voilà, oui, c'était amusant. vous ne l'avez pas mise dehors, Oh, c'était très non. bien, quoi. Hein. Non, on a beaucoup rigolé avec ça. Et- Donc ça, c'était pour vos 50 ans. Donc ça veut Oui. dire que maintenant, retour à la couleur. Oui. Et j'y reviens avec le noir et blanc. Donc le noir et blanc est présent. Et puis tout d'un coup, Petit à la petit. peinture, elle surgit, mais elle surgit comme Comme une aurore. Exactement.
exactement la couleur de l'aurore. Parce qu'il faut bien, Oui. à un moment donné, que Exactement. le jour réapparaisse. Voilà. Voilà, on commence par l'aurore et puis petit à petit, le soleil va reprendre Oui, sa oui, place oui. et la couleur vive va revenir. Et puis Exactement. peut-être qu'il y aura encore ce passage Il y a encore vers les la lune, contrastes de vers, la nuit, mais la couleur, et ça, c'est un souffle. oui. Une renaissance un peu, enfin, comme une forme de naissance, de Oui, renaissance. on pourrait dire qu'elle revient, donc elle renaît. Mais oui, elle renaît de ses cendres, hein, comme on dit. Finalement, c'est Exactement. pas faux, hein, Oui, quand non, on c'est- réfléchit bien. oui, oui, C'est voilà, les flammes, c'est la lumière, puis ça devient des cendres, et puis on renaît de ces cendres et on exactement. réintègre Oui, petit oui. à petit cette lumière. Qu'est-ce que la peinture vous a apporté tout au long de votre carrière Oh de là. 50 ans de peinture? M'a apporté le... L'amour, on le sait, hein, La- Charles? Oui. D'accord. Et c'est très beau d'ailleurs. La plénitude. La Vous voyez, plénitude, la oui. plénitude, la paix absolue intérieurement. Et je pourrais même dire la santé, parce que je suis tellement en équilibre avec dans ma vie, Mhm. Vous êtes bien que je ancré, comme on dit. ne peux pas être malade. C'est pas possible. Je suis tout à fait en harmonie. Donc je le ressens comme ça. J'espère que ça durera Oh bah oui, il n'y a pas de raison. toute la vie. Mais donc je lui suis très reconnaissant, cette peinture. Mais elle m'aime bien, vous savez. Là, j'ai l'impression, Ah hein. oui, oui. Elle ne vous lâche pas, en tout cas. Elle ne me lâche pas. Ah, Elle me ça, dit, oh, qu'est-ce que j'aime quand tu me travailles comme ça. vous êtes petit coquin, là, sur ce coup-là, Charles. Ça veut dire aussi, parce que quand vous peignez, vous êtes debout, hein, Je suis debout. Oui. principalement debout. Donc, ça veut dire qu'il y a cet ancrage qui se fait toujours Mhm. à la terre, au sol. Oui, Vous êtes effectivement, comme vous le dites, en équilibre. oui, en équilibre. C'est donc votre équilibre, cette peinture. C'est ça. C'est votre, C'est ma méditation. c'est votre Hein, méditation, voilà. comme on le disait tout à l'heure, Oui, tout à fait. effectivement. Puis il y a cet arbre de 2 siècles dans votre jardin. Celui-là, il vous a inspiré aussi ou Ah pas? bah lui, oui, il m'apprend la structure anarchique. C'est extraordinaire, ça. Vous aimez bien ce mot anarchique, anarchie? Oui, oui, j'aime bien. Ouais, Pour- je pense que l'anarchie, quand elle est bien vécue, ça va vers la liberté, vous savez, finalement. C'est ça aussi l'art, c'est la liberté. Oui. Ah, ça, c'est absolument. Vous- Sans liberté, je pense qu'il n'y a pas d'art possible, de grand art possible. On peut, à mon sens, hein, la liberté, c'est vraiment le... Mais je vous disais tout à l'heure que sans maîtrise, il n'y en a pas. Voilà. Ça Donc, va. Elle a un prix, cette liberté, mine de rien, malgré elle tout. a un hein. sacré prix. Hein. Enfin, Oui, oui. surtout, non. Je pense que c'est même pas un prix, c'est la liberté, on l'acquiert si on va au bout Oui, presque au bout de ses rêves, hein, finalement. oui, bien sûr. Ne jamais lâcher ses rêves. Hein. Non, oui. En fait, d'ailleurs, il y a une épitaphe que j'aimerais bien qu'on mette sur ma tombe un jour. Oui, on a le temps. hein, ouais. On a le temps. C'est il a rêvé sa vie, il a vécu son rêve. Ah ouais. C'est ça, en fait, vous définiriez votre vie Exactement. comme ça. Vous avez pu vivre parce que vous y êtes accroché aussi. Oui. Vous n'avez jamais J'y ai baissé cru, les bras. j'y ai tellement cru, vous savez. C'était ça. Oui, C'était oui. comme votre amour, une évidence. Une évidence. Je n'ai jamais douté. J'ai souvent entendu dire que l'artiste doit douter pour... Pour créer. Non. Moi, j'ai un rapport mozartien à la création. Confiance, liberté, maîtrise et joie. Oui. Surtout. Joie mozartienne. C'est Vous vrai. voyez, C'est vrai. je ne me suis jamais pris la tête. J'ai su qu'en travaillant, j'avais toutes les capacités pour y arriver. Et il ne faut pas partir avec l'idée de devenir riche, hein, Non. après 3 coups de pinceau, comme on Oh là dit. là, c'est le dommageable de cette époque où finalement je m'aperçois que beaucoup de jeunes cherchent une forme ou une façon
pour se faire reconnaître. Et puis après, on ne lâche plus la façon parce qu'ils sont liés à cette façon. Donc, ils ne sont plus dans la liberté. Ils vont répéter cette façon qui est leur C'est presque leur prison, signature. finalement, aussi. Donc, leur prison. Ça devient une prison, ça ne devient pas une liberté. Absolument. Donc, ils sont très malheureux. Je pense qu'ils sont très malheureux. Et c'est pour ça que cet art, l'art actuel, moi, je ne juge pas, Non. mais ça m'emmerde profondément. C'est très emmerdant. Enfin, je veux dire, on va se promener, on voit des tubes néons, et alors il y a tout un discours. Mhm. Il y a des néons, 3-4 néons dans une pièce, et puis un discours, un tas de charbon, un discours. Mais tout ça est ennuyeux. Alors que là, tu vas ouvrir à la poésie, au bien-être, à l'harmonie, donc la beauté. Je pense que ce qui manque le plus à notre époque, et il faut absolument en revenir à ça, c'est la beauté. Il y a un impératif absolu de revenir à la beauté et à l'harmonie dans ce monde-ci. Oui, on en a besoin. Le mortifère, il y en a marre. Mhm. Vous voyez ? C'est vrai. Et alors, tout ça, c'est l'argent. Malheureusement. Donc évidemment, peindre, c'est... On ne commence pas à peindre pour devenir riche. C'est une aberration. Ou se faire connaître. Peindre pour se faire connaître. Non, peindre parce qu'on aime cet art. Et qu'on va développer toutes ces possibilités. On va développer toutes ces capacités pour aller porter sa pierre à cet édifice magnifique qu'est cet art prodigieux. Mhm. Vous voyez, c'est une toute autre démarche. C'est une poésie en même temps. C'est une poésie, C'est oui. une poésie quand on réfléchit bien. Après 17 années avoir arpenté le Louvre dans tous les sens, vous mériteriez une place là-bas, non? Ah, mais ça, j'espère bien. Est-ce qu'ils le J'espère bien. savent d'abord, hein? Oh non. Est-ce qu'il y en a beaucoup des artistes qui vont passer autant d'années à aller apprendre directement des maîtres? Je comme vous pense l'avez que fait de notre époque, à part les historiens d'art, je pense que les peintres ne se préoccupent plus de ce qui s'est passé. Enfin, ceux que moi j'ai rencontrés. Déjà, vous savez, aux Beaux-Arts, je disais aux Beaux-Arts, il faut revenir aux anciens. On me disait, mais c'est pas possible. On est dans Warhol, mon vieux. Tu es complètement à la masse. Nous sommes ceux qui allons faire la peinture de demain. Parce que on va faire du Warhol. On va peindre des boîtes de conserve. On va imaginer le Coca-Cola comme étant symbole de notre temps. J'ai dit, messieurs, bonsoir. Je n'ai rien à faire aux Beaux-Arts si c'est pour vivre cela. Mhm. Donc, à l'époque déjà, j'avais parlé de revenir aux anciens. C'est revenir Sans en aux avoir racines, une quelque capacité. part. Comment ? C'est revenir aux racines, un Revenir peu aux comme la racines. musique aussi. Exactement. D'ailleurs, actuellement, les musiciens reviennent à l'harmonie. Oui. On revient, je dirais, À l'essentiel, à l'essentiel, à l'essence plutôt. à l'essence des choses, à l'harmonie, à la beauté. Il y avait eu des cassures au début du XXe siècle, et dans les années 50, avec Pierre Boulez, que j'ai rencontré, j'ai travaillé d'ailleurs avec lui. Mais ces gens-là se préoccupaient du son, pas de la musique. Mhm. Oui, c'est une différence. Hein. Voilà. C'est pas la même chose. Donc comme... la peinture, c'est pareil. La peinture, ce n'est pas de poser de la matière sur un support. C'est poser de la poésie, transcender la matière, la faire l'illuminer par la pensée, l'harmonie du cœur, et lui donner une âme. Voilà. Et à ce moment-là, tout s'envole, voyez. Et là, on est dans l'art. De vrai. On est l'art voilà. le pur. Voilà. Pas celui de la matière. Non, tout à fait. Voyez. Bah écoutez, Charles, vous savez que ça fait 1 heure qu'on parle. C'est vrai. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment peut-on, est-ce qu'on peut venir, comment peut-on venir visiter votre maison-galerie? Parce que là, je trouve que c'est important de pouvoir. On ne se rend pas compte qu'à Liège, on a un tel chef-d'œuvre à portée de main. Hein, c'est pas loin, c'est près des Guillemins, c'est Fragnier, c'est ça. Oui. Beaucoup ne vous connaissent pas. C'est vrai, oui. Tout.
à Liège. Très peu connu, oui. Et cette maison, un chef-d'œuvre. Oui, En tout cas, moi, bah, je l'ai vous êtes ressentie gentil. telle quelle, parce que voilà, moi, j'ai vraiment été Oui, happée. Hein. c'est J'avais vrai du mal que- à la quitter, votre maison. Hein. D'ailleurs, je sens que je vais venir maintenant. Oui. Je rigole. Donc, Venez, venez nous comment voir. est-ce qu'on peut, on peut faire pour aller voir, entrer de plein pied dans votre cœur, quelque part, hein, parce que c'est un petit peu ça. En fait, je fais une exposition chaque année, Oui. mais c'est sur invitation. Mhm. Et donc, ce que je pourrais proposer, c'est que samedi prochain, je pourrais faire une porte ouverte, donc le 16 février, de 14 à 19 heures. 14 à 19 heures. Ceux qui passent par là Et ben, ils pourront peuvent entrer. sonner, c'est encore une cloche à l'ancienne. D'accord. Et Je vais le noter. Enfin non, de toute façon, je vais l'entendre. Parce que comme ça, on va repasser cette émission. Hein, et il va y avoir un podcast, comme on D'accord. dit. Donc pour tout ça, je pourrais peut-être l'indiquer aussi hein, D'accord. sur Facebook, Instagram, etc. C'est par là que tout passe. Hein, maintenant, la communication. Oui, oui. Donc voilà. Donc ce serait une belle façon de pouvoir aller à votre rencontre aussi, à la rencontre de l'essence de votre vie, Merci du sens beaucoup. Oui. de votre vie aussi. Mais c'est très gentil à vous d'en parler de telle manière. Et puis aussi, peut-être comment fait-on, parce qu'il faut une adresse hein, pour se rendre chez vous, Oui, alors, par exemple. exactement. Donc c'est au 26 rue de l'Étatière. C'est dans le quartier des Guillemins, près de la place des Franchises. C'est une rue qui donne de la place des Franchises à la rue de Fragnier. Mhm. Donc on est vraiment à deux pas des Guillemins. Et quand on vient de la place des Franchises, c'est sur la Quand on vient de la gauche, place des hein. Franchises, c'est sur la, C'est sur la gauche. c'est sur la La gauche, hein, non La gauche. place des Oui, hein. Quand on va Oui. vers, oui, exactement. Oui, quand on va vers la rue de Fragnier. Hein, Oui, c'est ça. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas rater. Enfin, de l'extérieur, il n'est pas indiqué Charles de Lasse, hein, Non. bien entendu. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre un pied et de commencer cet opéra. Je serais avec ravi vous. de recevoir quelques personnes qui voudraient passeraient nous par là. visiter. D'accord. Moi, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier parce que voilà, j'ai lancé une invitation sans trop savoir si vous accepteriez de venir parce que voilà, c'est pas toujours évident d'accaparer quelqu'un qui est dans son monde, dans son univers hein, aussi, parce que vous êtes dans votre univers. Oui. C'est ça qui est important. Vous y êtes, vous y restez, vous y vivez. C'est votre oxygène, Oui. finalement, votre peinture. C'est ma joie de vivre. C'est votre joie de vivre. Oui. Et votre épouse aussi, hein. Oh là là, Je l'ai oui, bien bien compris. entendu. Voilà, c'est aussi, c'est elle aussi qui égaye Oui, oui. votre vie depuis 14 ans. Hein, Oui, on oui, peut tout à signaler fait. quand même au passage. Charles Delas, merci 1000 fois. Ben, merci à Euh, vous de m'avoir reçu si gentiment. Mais je vous en prie, et j'invite évidemment toutes les personnes qui ont écouté cette émission et qui vont la réécouter en podcast, donc à se rendre samedi 16 février, entre 14 et 19 heures, c'est ça? Voilà. Voilà, on rappellera l'adresse, je la noterai hein, de toute façon. Bah, écoutez, bon retour chez vous. Merci. N'oubliez pas l'aurore. Voilà, il faut continuer à la faire D'accord. s'éclairer. La lumière et puis, va- voilà, revenir. voilà, Rallumer les étoiles. Je vais rallumer les étoiles, comme vous Comme dites. on dit. Rallumer les étoiles. Et puis on Super. revient vers l'été aussi. Eh oui. Ramenez-nous ah l'été oui, alors surtout là, avant c'est toute chose. le diurne, hein. Oui, Ah oui. oui, c'est ça. Ramenez-nous l'été. Flamboyant. Et puis on viendra donc voir tout cela chez vous. D'accord, avec Ah, bonheur. merci beaucoup.